Bienvenue dans ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle. Dans notre histoire, dans notre patrimoine génétique, on a cette capacité à être tout le temps en mouvement. On s'est construit comme ça et d'ailleurs, ça a eu des impacts même sur le développement de nos capacités cognitives, de notre cerveau. Donc d'une certaine manière, on peut affirmer que l'intelligence du corps précède ou en tout cas accompagne l'intelligence du cerveau. Ce qui fait dire au paléoanthropologue Pascal Pic, qu'est-ce qui va se passer pour notre intelligence si on rentre dans un monde où on est tout le temps assis, tout le temps sur nos téléphones et plus jamais en train de bouger. Vous avez du mal à retrouver le sommeil? Vous tournez en rond avec une peur qui vous bloque? Vous souhaitez mieux communiquer, mieux gérer vos émotions? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Laetitia Léonard, je suis spécialiste en thérapie brève et dans ma boîte à outils, j'utilise le MDR, l'hypnose ou encore les fleurs de Pâques, la PNL et aussi le mouvement et le son. Dans ce podcast depuis 2020, avec Secrets de Polichinelle, je vous propose des outils, des conseils pratiques, des interviews de praticiens du bien-être et des témoignages d'expérience pour vous inspirer et vous aider à passer à l'action. Et si vous voulez prolonger cette dose de motivation et de bonne humeur, je vous envoie chaque mois une newsletter avec encore plus de ressources. Si vous avez envie de venir au cabinet, à Paris ou en visio, ou de vous inscrire à la newsletter, je vous mets le lien en description. Bonne écoute! Bonjour Alexandre. Bonjour Laetitia, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi d'avoir répondu présent. Je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle. Ton livre s'intitule La chaise tue. Le titre est parlant, bien sûr. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre, finalement? Qu'est-ce qui t'a peut-être aussi le plus frappé en étudiant nos modes de vie sédentaires? Ce qui m'a décidé à écrire ce livre, c'est un ensemble de facteurs. Premièrement, ça fait quelques années que j'ai le plaisir de faire partie de l'équipe d'un podcast qui s'appelle Métamorphose, qui est un podcast santé, bien-être, développement personnel, créé par quelqu'un d'exceptionnel qui s'appelle Anne Guéquier, qui est une amie et que j'en profite pour vraiment la saluer. Donc ça fait quelques années que je réalise des interviews pour le podcast Métamorphose et que je rencontre des spécialistes de santé d'horizons très différents. Un jour un cardiologue, un autre jour un neurologue, un autre jour un psychologue, un autre jour un spécialiste de la maladie d'Alzheimer par exemple. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois, durant ces interviews, l'expert en face de moi mentionnait toujours la sédentarité, l'inactivité physique, et que tous ces experts, quel que soit leur prisme, quel que soit leur lunette avec laquelle ils regardent le monde, ils alertent tous sur le temps qu'on passe assis sur des chaises. Ça a des conséquences sur les maladies cardiovasculaires, sur le diabète de type 2, sur le niveau d'anxiété, sur l'apparition même de la maladie d'Alzheimer. Et donc ça a été la première motivation à écrire La chaise tue. Je voulais creuser ce sujet dont parlent plein de spécialistes de domaines différents en étant journaliste, en prenant un pas de côté et en essayant de comprendre aussi pourquoi on en est arrivé là. Qu'est-ce qui fait que on est devenu autant sédentaire? C'est inédit dans l'histoire de l'espèce humaine. Ensuite, la deuxième raison, c'est ma rencontre avec mon co-auteur Victor Fersing, qui est journaliste spécialisé dans l'économie de l'attention, le rapport qu'on a aux écrans, les impacts sociétaux des technologies qui sont omniprésentes dans nos vies aujourd'hui. On le verra peut-être dans l'interview, mais la sédentarité, c'est indissociable du temps passé sur les écrans. Le livre aurait pu s'intituler Les écrans tuent. Et Victor amène aussi son expérience via l'association Lève les yeux, qui fait de la sensibilisation dans les collèges et les lycées auprès des jeunes sur l'addiction aux écrans. Et c'est un sujet qu'on voulait aussi creuser dans ce livre. Et puis enfin, à titre très personnel, moi je me suis mis à travailler il y a 15 ans. J'ai commencé ma vie professionnelle il y a 15 ans. Et j'ai commencé une vie de bureau, de travail de bureau. Oui. Comme énormément de gens, à savoir 8 millions de personnes en France aujourd'hui ont un travail de bureau, et on considère d'ailleurs que cette statistique, elle est un peu sous-estimée parce que ça compte pas les travailleurs indépendants et toutes les personnes qui se mettent à leur compte et qui travaillent depuis chez eux ou chez elles. Donc voilà, c'est au moins 8 millions de personnes qui aujourd'hui en France travaillent sur un bureau.
Ça a été mon cas quand j'ai commencé à travailler il y a 15 ans et je me suis enfermé dans la sédentarité. J'ai assez vite commencé à avoir des journées où je passais 10 heures, 11 heures par jour assis sur mon ordinateur à travailler, ou assis sur une chaise pour manger mes repas, ou assis pour me reposer. Enfin, croyant que je me reposais, on le verra après, mais en fait, on se repose pas vraiment quand on est assis. Et là-dessus, il faut vraiment saluer les travaux d'un chercheur qui s'appelle Guillaume Millet, qui a publié un livre qui s'appelle Défatiguez-vous. Mais tout ça pour dire qu'après des années et des années de sédentarité, j'ai compris petit à petit à quel point il était important que je remarche, et c'est devenu une activité essentielle dans mon quotidien aujourd'hui. J'ai transformé la manière dont je travaille pour essayer de marcher le plus possible, pour être le plus en mouvement possible. Et je me rends compte aujourd'hui que j'ai vraiment besoin de ça pour me sentir bien et pour avoir des idées, pour être créatif. Et donc, c'est aussi cette pratique très personnelle de la marche et du mouvement qui m'a donné envie d'écrire ce livre. Ça me parle complètement déjà ce que tu racontes, parce que je suis une ancienne aussi open space girl, et j'ai été très frustrée de devoir rester assise pendant des heures. Ça a été quelque chose qui m'a marqué quand je suis revenue vivre en France, parce que dans les pays anglophones, j'étais quand même beaucoup plus en mouvement. Et j'ai amené petit à petit à ma manière, tu vois, on en reparlera parce que tu en parles dans ton livre aussi, le ballon, tu vois, type ballon pilates, le fait de pouvoir bouger en réunion, de faire des réunions parfois même de discuter en marchant, enfin voilà, d'autres manières de faire. Et c'est vrai que bon, l'avantage après de retrouver une certaine flexibilité quand on est à son compte, ça dépend aussi bien sûr des postes qu'on occupe, mais de pouvoir remettre un peu plus librement de mouvement. C'est vrai qu'on me regardait avec des yeux ronds. Je me souviens les premières fois où je suis arrivée avec ça. Donc je suis très contente de voir des livres comme le tien qui permettent de démocratiser ça, et j'espère que ça inspirera aussi des services RH et d'autres services en entreprise pour comprendre l'importance d'effectivement. Et ma prochaine question, c'était surtout aussi à partir de quand est-ce qu'on considère qu'on est sédentaire, parce que finalement, on peut passer des heures sur les écrans. Certains vont me dire, oui, mais moi, je fais beaucoup de sport à côté, et pourtant, on peut quand même être sédentaire en étant sportif. Alors, le seuil de sédentarité, il dépend des différents instituts de santé, qui sont pas tous d'accord sur le volume d'heures à partir duquel il est dangereux d'être assis. Ça varie entre 7 et 9 heures selon les instituts. On peut considérer que déjà 7 heures en position assise, sans faire de pause active, sans bouger sur sa chaise, sans multiplier les moments où on s'étire, on utilise un pédalier, on se remet debout, on utilise un siège ballon, c'est déjà un volume d'heures à partir duquel il faut être vigilant. C'est intéressant de peut-être revenir aussi à la puissance, la magie du corps humain pour marcher. On a un corps qui est fait pour être tout le temps en mouvement. Donc aujourd'hui, effectivement, on va avoir des débats sur est-ce grave que je reste 7 heures, 8 heures, 9 heures assis? Mais si on remonte dans l'histoire de l'espèce humaine, c'est complètement délirant. Ouais. Il y a 1 siècle, il y a 2 siècles, il y a 3 siècles, mais qui passait 7 heures, 8 heures, 9 heures par jour assis? Et donc pour plein de raisons, en fait, on sait très bien marcher. On a un talon d'Achille qui fait office de catapulte, donc qui nous propulse en avant et qui nous fait économiser de l'énergie. La marche bipède, donc à 2 pattes, il y a une mécanique de pendule. C'est-à-dire que chaque pas que tu fais va conserver l'énergie cinétique pour le suivant, ça réduit l'effort musculaire au global. C'est pour ça qu'on trouve des humains qui sont capables à l'âge de 100 ans de franchir la ligne d'arrivée du marathon. C'est pour ça que l'être humain, sur longue distance, il est assez imbattable par rapport aux autres espèces. Alors que, évidemment, sur une courte distance, un chat va battre des très bons sprinteurs. Mais donc, et puis aussi, on est capable de transpirer énormément, et ça, c'est super important pour la thermorégulation. Ça baisse la température de notre corps, et donc ça nous permet de continuer cet effort pendant très longtemps. Donc c'est aussi ça qui nous a vraiment passionnés au démarrage de l'enquête avec Victor Hersing, c'est de se rendre compte que dans notre histoire, dans notre patrimoine génétique, on a cette capacité à être tout le temps en mouvement. On s'est construit comme ça, et d'ailleurs ça a eu des impacts même sur le développement de nos capacités cognitives, de notre cerveau, plusieurs raisons, notamment via la stimulation d'une protéine qui s'appelle la BDNF et qui favorise les connexions neuronales. Donc d'une certaine manière, on peut affirmer que
l'intelligence du corps précède ou en tout cas accompagne l'intelligence du cerveau, ce qui fait dire au paléoanthropologue Pascal Pic, qu'est-ce qui va se passer pour notre intelligence si on rentre dans un monde où on est tout le temps assis, tout le temps sur nos téléphones et plus jamais en train de bouger. Complètement. On en voit les impacts en tant que thérapeute aussi sur la santé mentale, justement. C'est un sujet essentiel, effectivement. C'est vraiment super que tu le mentionnes. Ouais, c'est vrai que moi j'ai toujours pensé qu'on n'était pas juste un esprit de toute façon, un esprit, un corps, et que c'était hyper important de pouvoir travailler sur les deux plans. Et on le voit déjà. Enfin, moi je travaille beaucoup sur tout ce qui est dépassement des traumas et combien la parole ne suffit pas forcément et combien ça peut passer aussi par le corps, puisque finalement il y a une fuite qui peut pas se faire ou une attaque qui peut pas se faire, hein, comme dans la nature, et qui finalement se fige. Donc comment sortir du défigement par le mouvement notamment. Donc ça m'intéressait d'avoir justement par rapport à l'enquête que tu as menée ton retour là-dessus sur l'impact sur notre santé mentale. Alors voilà, c'est-à-dire que quand on a commencé l'enquête avec Victor, on a d'abord creusé les impacts de la sédentarité sur la santé physique. Oui. Ils sont très documentés scientifiquement. On a pu rencontrer des cardiologues, notamment des nutritionnistes, qui nous ont bien montré que rester assis chaque jour pendant plusieurs heures, c'est une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires, donc des infarctus par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Le muscle cardiaque, c'est un muscle. Si tu vas à la salle de sport et que tu fais des exercices pour muscler ton bras, comment va évoluer ton muscle du bras? Il va grossir, Ouais. il va prendre plus de poids. C'est la même chose avec ton muscle cardiaque. Si tu marches régulièrement, si tu cours, si tu es en mouvement, si tu montes très souvent les escaliers, ton muscle cardiaque, il va grossir. S'il est plus gros, il est capable d'envoyer plus de sang, plus de circulation sanguine à chaque coup où il pompe, à chaque pompe. Si à l'inverse tu es sédentaire, ton muscle cardiaque ne se développe pas, il va même rétrécir. Et donc il va devoir pomper beaucoup plus pour envoyer le même volume de sang. Et c'est là où on comprend pourquoi les marathoniens au repos, ils ont une fréquence cardiaque qui est super lente. Parce qu'ils ont un muscle cardiaque qui est tellement bien développé qu'ils n'ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Pourquoi est-ce que je peux faire un infarctus si je suis sédentaire? Parce que j'ai diminué la puissance de mon muscle cardiaque et donc au moindre effort qui va être un peu trop important, je cours un risque majeur. L'autre sujet évidemment sur la santé physique, c'est le diabète de type 2, 4 millions de personnes en France. La réponse, elle est à la fois dans l'assiette, mais surtout peut-être dans le mouvement. Le sucre dans le sang, c'est un problème s'il n'est pas consommé. Qu'est-ce qui consomme le sucre dans le sang? L'activité physique. Et donc aujourd'hui, on sait qu'à peu près 80% du diabète de type 2 pourrait être évité par l'activité physique. 80%. Énorme. C'est énorme. Je pense que les gens s'en rendent pas compte d'ailleurs de ce pourcentage-là. On a tendance à penser plus à l'alimentation, effectivement. Non, et malheureusement, je connais bien le sujet puisque mon père est diabétique de type 2 et pendant des années, il a pensé à son assiette et c'est pas quelqu'un qui va foncer à la boulangerie, se prendre des gâteaux et des choses bourrées de sucre. Et par contre, c'est quelqu'un qui a eu une vie totalement sédentaire. Ça fera d'ailleurs le pont avec ta question puisque l'activité de mon papa, c'était d'être psychiatre et psychanalyste. Ouais. Donc spécialiste de santé mentale, assis toute la journée, sédentaire, comme malheureusement aussi beaucoup de médecins. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on a du mal aujourd'hui à prendre la mesure du phénomène de la sédentarité. Ça touche aussi les personnes qui sont soignantes. Alors, la sédentarité, c'est aussi les troubles musculo-squelettiques, les lombalgies, le syndrome du canal carpien, et aussi les tendinites du pouce. Ouais, avec les écrans aussi maintenant. Ouais. Avec les écrans, surnommés par les kinés tendinites de texto. Enfin, il y a l'obésité, évidemment, toujours dans la santé physique. On doit parler de l'obésité. C'est quasiment 20% des adultes en France aujourd'hui. Le taux d'obésité a été multiplié par 3 chez les enfants sur les 25 dernières années. C'est énorme. Ouais. On sait aussi que les cancers, on n'est pas encore sûr exactement des mécanismes d'action, mais on voit sur des études empiriques que pour des personnes atteintes d'un cancer, renforcer l'activité physique n'a que des bienfaits. Mais maintenant, si on passe à la santé mentale, là, effectivement, il y a de plein fouet une opposition entre une certaine culture occidentale qui divise, qui sépare le corps et l'esprit. Complètement. Et la réalité des dernières recherches psychiatriques qui montrent
la puissance de la marche, de l'activité physique comme thérapie. Il y a les travaux, par exemple, d'un psychiatre qui s'appelle Éric Griez, qui a écrit le livre La marche-thérapie, qu'on peut mentionner. Être en mouvement, c'est favoriser la production d'endorphines, les hormones du bonheur. C'est activer la libération de neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine. Si en plus je suis en mouvement, je marche dans la nature, dans une forêt, face à un lac, face à un océan, je protège encore plus mon anxiété et ma santé mentale. Et à contrario, la sédentarité, elle est très souvent associée à du temps passé sur les écrans. Et le temps passé sur les écrans, c'est du temps sur les réseaux sociaux. Et le temps passé sur les réseaux sociaux est ultra anxiogène. Oui. Pour plein de raisons qui sont documentées, qui sont liées à l'économie de l'attention, qui sont liées au mécanisme des réseaux sociaux, qui sont liées à la perturbation justement de notre dopamine par ces réseaux. Et puis il y a cet effet billard où tout est lié. La santé, c'est un système. Donc, Bien sûr. je suis sédentaire, c'est une chose. Mais quand on se rend compte que les personnes sédentaires ont tendance à avoir une moins bonne nutrition, une nutrition qui est plus riche en produits transformés, une nutrition qui est plus riche en produits commandés sur Uber Eats ou Deliveroo, une nutrition qui est plus riche en sucre, eh bien, on se rend compte que ces personnes vont avoir un moins bon sommeil. Ouais. C'est Oui, l'effet tout à fait. domino. Et si j'ai un moins bon sommeil, j'ai moins d'énergie pour bouger le lendemain. Donc, à l'inverse, si je fais de l'activité physique, je régule la production d'hormones qui sont la gréline et la leptine, qui sont les hormones de la faim, Ouais. et je vais du coup mieux dormir et du coup avoir aussi une meilleure santé mentale. donc, Tout à fait. tout. Puis après, on va aller manger devant les écrans, on se rend pas compte de ce qu'on mange. Voilà, on n'est pas rassasié. Enfin, voilà, ça devient un cercle vicieux. Et donc, c'est tout un sujet en ce moment chez certains thérapeutes de proposer des thérapies en marchant. C'est encore très très peu développé en France, mais on donne dans le livre certains exemples, comme le Japon, où au Japon, il existe des chemins de randonnée thérapeutique qui sont certifiés. Il y en a 300 au Japon. Mhm. Tu peux d'ailleurs passer une certification de guide, d'accompagnateur sur ces chemins. Et les mutuelles japonaises remboursent les séjours Ok. de marche dans ces forêts pour des Super. personnes qui sont dépressives. Et ça pourrait être un premier conseil déjà de se dire quand est-ce qu'on marche dans notre journée en fait. Est-ce que à un moment donné, entre les heures qu'on doit passer au bureau, parce qu'effectivement, j'entends des gens qui me disent mais j'ai pas le choix, j'ai ma journée de bureau. Ok, mais à quel moment est-ce que je peux aller? Alors déjà me mettre en mouvement dans une journée, même dans un bureau, pour aller d'un endroit à un autre. Et puis à un moment donné, à quel moment est-ce que je vais sortir voir la lumière du jour, me reconnecter à la nature aussi. T'en as parlé de la marche en forêt pendant les week-ends, pendant on est dans des environnements quand même très minéraux, donc là aussi très bétonnés. Avec si on habite à Paris ou dans une grande ville, je ne sais pas toi Alexandre où est-ce que tu es basé, mais voilà, souvent dans les grandes villes, on a énormément de stress, de monde, de densité et peu de nature finalement. Donc ce serait peut-être une des premières choses si tu devais donner un premier conseil pour quelqu'un qui se dit waouh, ok, je me rends compte qu'il y a un problème, mais alors par où je commence? Alors, effectivement, le premier conseil, c'est peut-être de comprendre la notion de sportif sédentaire, à savoir les heures de sport en soi ne sont pas la solution. Comme le dit le cardiologue François Carré, est-ce que vous vous lavez les dents qu'une fois par semaine ou 2 fois par semaine? Non, vous vous lavez les dents si possible 3 fois par jour. Le mouvement, c'est pareil. Ça doit pas être réduit, isolé à 1-2 séances de sport par semaine. Ça doit être quelque chose qu'on cultive au quotidien, en marchant, en s'étirant, en bougeant, en se suspendant à des barres de traction, en utilisant des élastiques, en travaillant sa mobilité, en prenant le vélo, si possible pas le vélo électrique, en multipliant les manières d'habiter son corps. Et c'est là où on comprend tout de suite que le sujet, il est systémique. Et on ne peut pas tomber dans une forme de religion de l'individu volontaire. Et là, je reprends le terme d'un sociologue qui s'appelle Nicolas Marquis, dont j'apprécie vraiment beaucoup le travail et qui explique avec cette notion de religion d'individu volontaire le problème de cette certaine partie du développement personnel qui dit si tu veux, tu peux, point barre. Mais non, on est en société et donc on est aussi dépendant de comment cette société est pensée. Et aujourd'hui, il n'y a pas de politique en France favorable à l'activité physique. Non. Il n'y a pas de réelle politique anti-sédentarité. Ça ne fait pas partie des priorités du gouvernement, alors que une activité physique coûte 140 milliards par an.
c'est un chiffre qui inclut à la fois le coût économique. Alors, on pourrait d'ailleurs s'attarder sur ce point parce que la manière dont c'est calculé pourrait être critiquée, mais c'est le coût économique des 36 000 personnes en France qui décèdent prématurément à cause de l'inactivité physique. Et puis ensuite, c'est les dépenses de santé liées aux conséquences de l'inactivité physique, donc les coûts de santé liés aux personnes qui ont un diabète de type 2 ou qui ont du surpoids ou qui ont des maladies cardiovasculaires, etc., etc. Et donc, il faut prendre le sujet à la fois au niveau individuel et au niveau systémique et aux différents niveaux collectifs. C'est-à-dire que bien sûr que moi, à mon niveau, il faut que je me mette en marche, que je me mette en mouvement et que j'essaye de le faire le plus possible et que j'essaye de le faire au travail notamment. Et là, la question, c'est est-ce que mon entreprise me le permet? Est-ce qu'elle m'autorise à passer des appels en marchant ou à faire une partie de mon travail en marchant? Les entreprises doivent s'emparer du sujet. Les directeurs des ressources humaines doivent s'emparer des sujets. Les responsables de ressources humaines doivent s'emparer du sujet. Nous, on commence à être contactés avec Victor par justement des gens qui ont ces métiers dans les ressources humaines et qui veulent que les choses changent, qui ont envie d'agir. On a rencontré hier une personne qui était aux ressources humaines d'un très grand musée parisien, Oui. avec plus de 2000 employés, et qui nous parlait des gardiens du musée qui sont toute la journée assis. Et il me disait, c'est plus possible, il faut qu'on trouve des choses pour que ça change, en fait. C'est affreux de voir ces personnes qui sont nos collègues complètement se bousiller la santé. Sûr. Donc, de la même manière que on a contraint les entreprises industrielles à protéger le travail dans les usines avec des casques, avec des protections auditives, avec des gants, etc., on peut se poser la question, faut-il forcer les entreprises qui ont des open space, qui ont du travail de bureau, à mettre du mobilier pro-mouvement, à mettre des bureaux assis debout partout, à mettre des sièges ballons partout, à mettre des pédaliers partout, à mettre des barres de traction pour se suspendre ou pour faire des tractions, pour faire ce que vous voulez, à mettre des élastiques, à mettre des tapis de yoga. Ouais. On peut vraiment se poser la question. Complètement. Surtout qu'il y a beaucoup de résistance aussi. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de résistance de la direction qui comprenait pas du tout. J'ai eu la chance d'avoir un manager, un directeur qui était un peu plus ouvert. Donc, ça m'a permis de proposer des choses. C'est vrai que c'est pas toujours évident et que c'est parfois même moqué presque. En fait, c'est vu comme on est dans le jeu, on n'est pas là pour travailler. C'est mal compris en fait. Ce qui est d'ailleurs ridicule quand on se penche sur toutes les personnes très créatives dans l'histoire qui avaient pourtant une habitude de bouger, d'être en mouvement en permanence. On en mentionne quelques-unes dans le livre. Kant, qui était surnommé l'horloge de Königsberg parce qu'il faisait tous les jours une balade au même horaire. Darwin, à qui on doit la théorie de l'évolution, qui avait construit un chemin autour de sa maison qu'il appelait le chemin de pensée. Et il allait tous les jours marcher là-bas pour structurer ses pensées. Et puis on a des études scientifiques sur effectivement la capacité de l'activité physique à déboucher sur plus d'idées créatives que le temps passé figé sur un ordinateur. Même si on va pas jusqu'au sujet de la créativité, on a une explosion des arrêts maladie en France. Aussi. La première cause des arrêts maladie l'an dernier, c'est la lombalgie, c'est le mal de dos. Donc, si je suis une entreprise, j'ai tout intérêt à favoriser l'activité physique pour que mes employés soient en meilleure santé. Complètement, qu'ils soient en meilleure santé, qu'ils puissent aussi après être plus créatifs. Donc, on y voit quand même beaucoup de bienfaits. J'aimerais qu'on revienne juste au sujet des écrans. Quand même, on voit un lien, alors je sais pas, toi, par rapport à ton enquête, entre cette hyperconnexion, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, et alors le fait effectivement que ça nous rend plus sédentaires, et aussi derrière l'impact sur le sommeil. Alors, est-ce que c'est justement quelque chose dont on conseille de bouger plus? Et l'idée, c'est de se dire qu'aussi cette activité physique, elle influence la qualité du sommeil. Finalement, mieux gérer sa journée, être plus en mouvement dans sa journée, c'est aussi préparer sa nuit quelque part. Être plus en mouvement dans sa journée, c'est préparer sa nuit, c'est réguler sa faim et sa satiété, c'est aussi conscientiser de l'impact de ce que tu manges sur ton niveau de forme. Si tu t'es fait une alimentation, une journée très peu riche en protéines, par exemple, beaucoup trop riche en sucre, et t'as pas l'énergie en fait. Faire de l'activité sur le long terme. Donc c'est aussi s'éveiller à une bien meilleure compréhension des glucides, des lipides, des protéines, de la répartition de ta charge calorique au long de la journée. Complètement. On a fait un épisode dédié avec une nutritionniste diététicienne, la Claire Borwin, pour expliquer justement un petit peu tout ça. Donc ça fait complètement le lien.
Est-ce que toi, tu as changé des habitudes après avoir fait cette étude ou en faisant cette étude? Est-ce qu'il y a des choses que tu as aussi mis en place de ton côté? Alors moi, j'avais déjà commencé à essayer de faire un maximum de mon travail en marchant, faire toutes mes réunions en marchant, faire mes appels en marchant, installer dans mes bureaux de travail un tapis de yoga, des OK. élastiques. Mmh. Je dirais que le changement que j'ai eu le plus envie de faire, c'est un changement culturel. Oui. C'est d'oser dans des situations où ça peut surprendre, Mmh. bouger. Est-ce que tu as déjà vu ces vidéos des employés au Japon qui font de la gymnastique sur leur lieu de travail? Oui, tout à fait. Ça nous semble complètement délirant en France de faire ça. Alors que c'est super bon pour notre corps, pour notre santé, et en plus c'est sympa à faire. Donc dans le livre, on est allé creuser au cours de l'enquête l'origine de ces séances de gymnastique dans les entreprises japonaises. Et on s'est rendu compte que ça remontait aux années 1920 et que le gouvernement japonais à l'époque a mis en place un programme qu'il a intitulé Radio Taizo. Taizo, c'est le mouvement, la gymnastique. Et Mmh. radio, c'était la radio parce que le média dominant à l'époque, c'était la radio. Il n'y avait pas encore la télé, Internet, les réseaux sociaux. Et le gouvernement japonais a fait diffuser via la radio un programme de gymnastique en demandant à toutes les plus grosses entreprises de le relayer dans les enceintes des entreprises. Et donc, c'est comme ça que la culture est née, en fait. C'est parti, tu vois, d'une impulsion gouvernementale et ça a cascadé, ça a ruisselé dans tout le pays. Ouais. Il faut, en fait, effectivement, qu'on s'autorise, nous, Oui. à questionner à chaque fois, dans chaque interaction, les loisirs, les rendez-vous avec les proches. Est-ce que ça pourrait pas se faire en bougeant? Ouais. J'ai rendez-vous avec un copain, je l'ai pas eu depuis longtemps. Est-ce qu'on doit se poser dans un café? Ou pas? Est-ce qu'on peut aller marcher? Ah oui, en fait, la réponse est quasiment toujours oui, en fait. Il y a aucun moment où on a besoin d'être assis. Complètement. Et ça paraît peut-être ça le 1er changement, en fait, que tu proposerais à quelqu'un, hein, finalement, à mettre en place demain. C'est, demain, quand je vais retrouver mes proches, puisque voilà, le bureau, parfois, peut être un peu intimidant. En tout cas, on n'ose pas forcément. Déjà de Mmh, se dire: «Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais faire en bougeant au lieu de les faire assis?» exactement. Et alors après, dans le livre, la manière dont on a structuré les propositions, il y a au total une cinquantaine de solutions pour remettre du mouvement dans sa vie. On les Mmh. a structurées par espace. Ouais. Donc des solutions pour remettre du mouvement dans son travail, dans son appartement, dans sa maison, dans les villes, remettre du mouvement dans les loisirs, ça c'est un sujet très important, remettre du mouvement dans les transports, remettre du mouvement aussi dans l'éducation, dans l'école. Alors là, c'est tout un sujet. Oui, très important. En France, c'est un sujet. Les journées beaucoup trop longues, donc il y a du boulot, mais il y a plein d'options, hein. C'est ça que tu Oui, alors il y a clairement plein d'options et puis en plus la magie de la marche, c'est que c'est accessible à tous et à toutes, à tout âge, c'est gratuit, ça demande aucun budget pour s'y mettre. Donc effectivement. on peut tous le faire et surtout on va se rendre compte de à quel point notre corps est fait pour ça, est très en demande et très 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 efficace, très prêt à ce mouvement. Donc finalement, si tu avais encore en quelques mots, quelque chose à dire à quelqu'un qui est vraiment, très amoureux de son canapé, qui aime, qui a du mal à se lever de sa chaise, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à cette personne? Ben, je lui dirais d'aller regarder le chapitre de La Chestu où on mentionne les chercheurs Mathieu Boisgontier et Boris Cheval qui ont travaillé sur ce qu'ils appellent le syndrome du paresseux. Ils remontent en fait dans l'histoire et expliquent que nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, ils avaient pris l'habitude d'économiser leur énergie parce qu'ils ne savaient jamais de quoi demain serait fait. Tu pouvais te faire attaquer, tu pouvais avoir des intempéries terribles, tu pouvais te retrouver dans une zone où il y a pas de il y a pas de ressources, il y a rien à cueillir par exemple. Et donc le réflexe est dès que je peux me reposer, je me repose. C'est ancré en nous. La différence, c'est que nos chasseurs-cueilleurs, les ancêtres, eux, ils étaient dans un environnement qui les laissait pas se reposer. Ils avaient besoin néanmoins de marcher en moyenne 15 kilomètres par jour et de porter des charges lourdes. Et nous, on a gardé cet héritage, cette tendance naturelle à chercher ce qui est confortable, mais dans un environnement moderne qui peut être extrêmement riche en confort, justement. Je peux tout faire depuis un ordinateur. Je peux travailler, je peux me faire livrer des repas, je peux me faire livrer des tables et du mobilier pour chez moi. Je peux téléconsulter un médecin. Je peux entretenir des relations amoureuses. Je peux jouer à des jeux vidéo, avoir mes loisirs qui passent par l'ordinateur. Donc là, il y a un piège. Il y a un piège pour notre cerveau qui est on te sédentarise, l'environnement te sédentarise et va appuyer à fond sur ce goût du confort. Il faut renverser, et c'est possible de renverser la tendance
en se remettant à marcher, se remettant à bouger. Parce que là, il y a une autre chimie qui va se mettre en place dans le cerveau, qui est les endorphines, la stimulation de dopamine, de sérotonine dont on a parlé tout à l'heure. C'est comme l'exemple des enfants qui est mentionné par ces deux chercheurs, Boris Cheval et Mathieu Boisgontier. Ils disent, voyez, les enfants, vous leur dites « Ah, on doit aller à l'école, il faut sortir du lit, il faut marcher. » Ils sont là « Non, j'ai pas envie, je veux pas, je veux rester. » Dès qu'ils sont à l'école, ils courent partout avec leurs potes. Ouais. Ils ont complètement oublié qu'ils avaient pas envie, qu'ils avaient la flemme. Ouais. Parce que quelque chose d'autre a pris le dessus, le jeu. Complètement. Donc ça peut être aussi de remettre une forme de jeu, de légèreté aussi, pour avoir envie de un côté ludique. Et finalement, l'environnement de travail peut être aussi ludique, ça n'empêche pas de bien travailler. Ouais. Complètement. Okay. Alors finalement, quand on parle de changer des habitudes, on parle aussi parfois de dépasser des peurs. J'aime bien faire ce lien avec ma pratique de thérapeute et j'aimerais te demander, Alexandre, si toi, il y a encore des peurs que tu aimerais dépasser ou alors est-ce qu'il y a des peurs que tu as su dépasser et que tu puisses un peu partager avec nous des outils, des techniques qui t'ont aidé. Ouais, je dirais que ce qui a pu nous déstabiliser au début de l'écriture de ce livre avec Victor, c'était d'avoir une sorte de syndrome de l'imposteur, de se dire oulala, on n'est pas médecin et on va aller creuser les sujets du diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires, du mal de dos, etc., etc. Et en fait, on s'est rendu compte que tous les experts qu'on a rencontrés, on a fait plus d'une centaine d'interviews au total pour écrire ce livre, avec des médecins, mais aussi des architectes, des éducateurs, des psychologues, des philosophes aussi, on n'en a pas parlé, mais oui. La fin du livre est dédiée à certaines visions philosophiques de la marche. Et toutes ces personnes ont été incroyablement aidantes, super bienveillantes, et ils nous ont expliqué par A plus B leur métier, leur expertise, leur découverte. Et nous, on a pu faire notre travail de retranscription et de mise en forme et de mise en lien de ces sujets. Donc pour moi, peut-être que la leçon ici, oui, c'est de toujours faire confiance aux experts, aux autres qui tendent la main et qui sont pas dans leur tour d'ivoire. Complètement. Est-ce qu'il y a un autre secret de Polichinelle, un sujet que tu ne vois pas suffisamment abordé? Là, on a parlé pour aujourd'hui ce mouvement qui est si nécessaire dans nos vies et que tu aimerais avoir abordé dans un prochain épisode de podcast. J'ai mentionné tout à l'heure la religion de l'individu volontaire. Oui. Je pense que c'est pas assez mentionné. C'est pas assez mentionné qu'on a aujourd'hui un creux, un trou entre d'un côté une pensée politique, un système politique dans lequel d'ailleurs beaucoup de gens ne croient plus, et tout un écosystème de développement personnel qui sombre souvent dans cette religion de l'individu volontaire. Mmh. Dans notre tête, on se dit que le changement, la transformation, soit elle se situe à notre niveau, soit elle se situe à un niveau très 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 élevé, au niveau des décideurs, et ils nous écoutent pas, donc on n'y croit pas. On n'y croit pas, c'est inaccessible. Etc. Ouais. Et je crois qu'il faut vraiment se réouvrir à toutes les autres formes de tribus qui existent. Ce que je peux faire au niveau de ma famille, ce que je peux faire au niveau de mes amis, ce que je peux faire au niveau de mes collègues, ce que je peux faire au niveau de mon village, de ma région. Ça, c'est un thème qu'on développe, nous, dans la HSTU, sur le sujet de la sédentarité, mais qui, je crois, peut s'appliquer à beaucoup d'autres domaines. Tellement, oui. Ce côté tribu communautaire qu'on a un peu perdu le long du chemin. Alexandre, je mettrai la description, bien sûr, avec le lien vers ton livre. Si on souhaite te suivre, tu as parlé de Métamorphose tout à l'heure aussi, qui est un podcast que j'aime beaucoup également. Est-ce que tu as des comptes en particulier sur lesquels on peut te suivre? Est-ce que tu as un site web également? Eh bien, il y a un site web qui s'appelle lhstu.com, tout Parfait. simplement. Et sinon, les profils LinkedIn, oui. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre. J'espère que cet épisode va vous donner envie de vous remettre en mouvement. Merci infiniment. Merci d'avoir écouté cet épisode de Secret de Polichinelle. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager avec tes proches, avec ton entourage, à mettre aussi un avis 5 étoiles ou même à me laisser un commentaire. Et puis si tu as envie d'en savoir plus sur les actualités autour du podcast, ton activité de thérapeute, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Le lien est dans la bio et également sur mon compte Instagram où tu peux également me suivre, qui s'appelle laetitia.thérapie au singulier.podcast. À bientôt!